Bah, en tout cas, j'en profite pour te dire que j'aime bien ce que tu fais. Voilà. Bah là, voilà, moi, c'est ça mon problème, c'est que quand un rappeur que j'aime pas me dit ça, c'est comme une fatalité. C'est-à-dire que. Mais tu aurais pu le dire juste par politesse, là c'est réciproque. Trop de choses nous séparent, on n'a pas la même vie. Dès le départ, on n'a pas la même vie. Pourquoi tu me compares, on n'a pas la même vie. Bah Medine, bienvenue chez Bouscapé. Merci. Contrairement aux apparences, je ne me suis pas séquestré. La première question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu tapes toujours ton nom dans la barre de recherche Twitter? Ouais, ça m'arrive. Quand je suis en panne d'inspi, en général, j'ai besoin d'adversité. Comme je suis de plus en plus en paix, j'ai besoin d'adversité, donc je vais sur la toile, tu sais, le déversoir, le crachoir, qui est Twitter, et je trouve pas mal de choses intéressantes sur Twitter. Du coup, ça veut dire que je t'ai inspiré dans les temps anciens. Ouais, après ça dépend. Là, je parle avec Yerim ou avec Splinter? Oh, le 2, ça va alterner. Parce que Splinter m'inspire plus que Yerim, en fait. Ok. Toutes mes cicatrices, c'est des grammes de beauté. Tous leurs coups de couteau, c'est des points de côté. Une égratignure sur la muraille de Chine. Ma première semaine, c'est leur jour d'ITT. Alors, donc si on rentre dans l'album, donc ouais, il y a un petit changement dans l'interprétation, c'est que sur Venom, tu chantonnes un peu, et sur Bromance, tu chantes carrément. Ah, yes. C'était venu comment? C'était l'instru qui a conditionné le truc, ou tu voulais t'essayer à cet exercice-là? Bah, tu sais, je vois le contexte du moment où tout le monde se met un peu à chantonner et tout. Je me dis, voilà, là, c'est la vibes du moment. Les morceaux que j'écoute, il y a beaucoup de chants, c'est très top-liné. Et pour le coup, je travaille comme ça avec Proof. Il m'envoie beaucoup de top-line où lui chante. D'ailleurs, c'est un très bon chanteur. Il a fait beaucoup d'ambiance et de back là, dans mon album. Et donc, quand il m'envoie des morceaux, il m'envoie des top-lines dessus. Mais des trucs que je ne suis pas censé faire à la base. Parfois, il m'envoie des flows très rappés, mais des trucs un peu chantonnés. Je me dis, bon, bah, je m'essaye. Je me suis cassé la gueule plein de fois jusqu'à ce que ça fonctionne sur un ou deux titres. Et t'as pas été tenté par contre de mettre un coup d'autotune ou un truc comme ça? Si, mais tu sais, c'est un peu comme du porc hein, pour le rap conscient, hein, entre guillemets. Enfin, en tout cas, chez les auditeurs, quand j'utilise l'autotune, je l'ai utilisé une fois. Waouh, j'ai eu des fatwas sur ma tête et tout, c'était chaud. C'est vrai que je me rappelle qu'au moment où tu as fait Trap Consciente, t'avais une partie de tes fans qui étaient presque choqués, genre qui disaient mais qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il fait ça et tout. Genre. Ouais. T'as l'impression que t'as réussi un peu à éduquer cette partie de ton public ou t'as l'impression que t'en as carrément perdu? Je pense que j'ai réussi en fait, à forcer les choses. Éduquer, ce serait un peu péjoratif pour le public, mais je pense que j'ai forcé les choses, que j'étais vraiment sincère dans ma démarche de vouloir me moderniser mon courant de rap. Et au final, ça s'est ressenti. Parce qu'une tentative, allez, je perds peut-être une dizaine, quinzaine, centaine de personnes sur cette tentative-là. Mais je sais que dans 3-4 morceaux, je vais te reconvaincre. On est dans une démarche vraiment honnête avec mon public. Alors t'évoquais ton travail avec Proof, donc si je me trompe pas, il a fait pratiquement toutes les prods de l'album. Ouais, quasiment 80%. D'accord, ok. Et comment tu taffes avec lui? Parce que moi j'ai l'impression que c'est limite comme un groupe sans être un groupe, enfin c'est un binôme quoi. Ouais, clairement. Parce qu'après, moi j'ai pris des mauvaises habitudes. Tu sais, quand tu es un peu en binôme comme ça depuis très jeune, j'ai grandi avec le frère de Proof, Brave, on était à la maternelle ensemble. Proof, je l'ai connu, j'étais en primaire. Et il y a des choses qu'on n'a plus besoin de se dire, ça va très vite, tu vois, il comprend très vite l'ambiance que je recherche et on m'a reproché un manque d'ouverture dans les prods, dans le choix des prods. Et au final, ça devient une force. Ce que tu vois comme un inconvénient, ça peut devenir une force par le temps parce qu'on garde une cohérence. Moi, je suis content de faire des albums encore aujourd'hui et de ne pas faire des playlists ou des compilations. On vient écouter un album, on ne vient pas écouter une playlist. Alors il y a aussi un truc qui change, c'est que même si tu les avais déjà évoqués avant, mais sur cet album-là, il y a un peu, tes enfants sont plus présents dans tes lyrics. Alors bon, évidemment, mais ça on y reviendra plus tard, il y a le featuring avec ton fils, Ouais. mais il y a aussi Tellement je t'aime. La présence des enfants, c'est aussi une étape dans ma vie d'adulte. Et c'est normal que dans une démarche de rappeur sincère, qu'il y ait une part de paternité à l'intérieur. Je sais que Jay-Z fait beaucoup ça. Il y a beaucoup de rappeurs Quinry qui ne cachent pas, en fait, qui ne se sentent pas en fait en conflit avec leur récente paternité et leur vie de gangsta rappeur, tu vois.
enfin, je trouve qu'il y a il y a une bonne alchimie aujourd'hui. B2O arrive bien à gérer ça sur ses réseaux. Et moi, je suis content en fait, d'être à l'aise, de ne pas être en conflit. Donc, je communique cette joie pour ceux qui seraient éventuellement en conflit, qui n'arriveraient pas à... Il n'y a pas de mission pédagogique derrière ça, mais je sais que voilà, si je m'amuse sur les réseaux. Mon fils, il kiffe le Peura, il est déjà monté sur scène. Si on peut en faire un morceau, si je peux l'emmener avec moi en tournée, au lieu qu'il se fasse chier au Havre, bah voilà, je lis l'utile à l'agréable. D'humeur massacrante, je viens pour cracher mon venin. 2 minutes 30 dans un sas de décompression, appelez-moi Venom. La vie c'est le petit théâtre, je préfère autant crever d'hépatite A. Ma partie brosson c'est... T'es fan de Marvel ou c'est juste des références que tu utilises un peu au pif? Non, je suis pas fan de Marvel, je suis un espèce de prosumeur. Je prends des références qui m'ont plu, j'ai vu les films en général, mais je suis pas pointu, je suis pas le genre de mec qui collectionne les BD de 1984, non. Ouais, j'ai commencé par le 3e X-Men, il était tout pourri, et moi je l'ai trouvé bien, tu vois, et Tiers-Monde se foutait de ma gueule et tout. Voilà, bref, je fais les choses à l'envers un peu. C'est très décevant. Alors... Parce que toi, tu voulais parler de Marvel un peu? À mort, là tu viens de me flinguer 15 questions au moins, quoi. Bah viens, on les fait quand même. Hein. Non, tranquille. Peut-être que c'est de la fausse modestie de ma part et que je suis un peu pointilleux. J'ai essayé de te tendre une perche. Ok, bah tu t'identifierais à quel personnage? Je suis pas un espèce de Hulk. Ah ouais, carrément. Ouais. Ok. Et c'est pas de la prétention et c'est pas surtout de... J'essaie pas de masquer une défaillance là de ma part, mais j'aime bien le côté où le gars il a peur de ses pouvoirs. Et tout le monde le sous-estime un peu, tu vois. Puis à un moment donné, quand il faut kicker, bah il est là. Et alors, il y a un truc, c'est que une phrase que j'ai bien aimée, c'est un mec de gauche, c'est juste un gars qui aimerait avoir les moyens d'être à droite. Ouais. Parce qu'en fait, déjà, est-ce que tu peux développer cette phrase? Après, il n'y a plus vraiment de gars de gauche, moi, selon moi. Quand je rencontre des gens qui se prétendent de gauche, je vois bien qu'en fait, il aimerait bien être dans l'équipe voisine, tu vois. Mais... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça m'a fait penser à une phrase de Kazé. Elle parlait en fait des gauchos qui sont pas au courant, qui sont eux-mêmes des enculés. Et donc, je pense que ça se rejoint. Hein. C'est peut-être dit de manière un peu moins sympathique, mais... Moi, j'aime bien comment elle l'a dit, moi. J'aurais pu le dire. Hein. Bah alors oui, ça, c'était une vraie question. Est-ce que tu t'interdis les gros mots dans ton rap ou c'est moi qui en ai loupé? Ouais, à un moment, je me l'interdisais. Ok. Aujourd'hui, j'ai plus envie de me l'interdire parce que j'utilise des gros mots. Tu sais, chez moi, avec mes enfants, on a le quart d'heure gros mots. Okay. C'est un espèce de défouloir dans la journée. C'est, vas-y, qu'est-ce que tu as appris comme gros mots à l'école aujourd'hui? Et voilà, donc je me l'interdis pas. En tout cas, je me l'interdis plus. C'est vrai qu'à un moment... J'étais un peu rigoriste dans ma démarche et du coup, je me l'interdisais pour des raisons éthiques. J'étais rigoriste et je suis un peu moins rigoureux sur des questions de langage et j'essaie d'être rigoureux sur des questions de valeur, de remise en question, ce genre de choses. Et alors, il y a un truc, c'est sur cet album, même si c'était une évolution qui avait démarré un petit peu sur le précédent, on va dire que c'est toujours engagé, politisé, mais c'est moins frontal. C'est-à-dire que t'as pas d'équivalent de morceaux comme, on va dire, MC Soral ou des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que c'est un truc que t'as écrit spontanément et ça s'est trouvé comme ça? Ou au contraire, c'est conscient de ta part, tu voulais être moins, peut-être plus subtil qu'avant, ou je sais pas? Et je me suis fait mater surtout. J'ai sorti un morceau qui s'appelle Don't Like en 2015, où... C'était une espèce de caricature de la laïcité et de ce qu'elle était en train de devenir. Je me suis fait mater, j'ai pris des contrôles fiscaux, des campagnes sur ma gueule de philosophes de merde qui racontaient des conneries sur moi. Ça m'a quand même mis un frein, tu vois, à évoquer certains sujets. Je me dis, voilà, timingement, en fait, il y a certains sujets qu'il ne faut pas évoquer tout de suite. Si tu ne retrouves pas en fait de frontalité là, dans cet album, c'est pas parce que j'ai arrêté de vouloir évoquer certains sujets, j'ai juste repoussé à plus tard pour éviter en fait d'en parler à vif sur le moment et au final d'être incompris. Si à cause du timing, si à cause du contexte, je n'arrive pas là où est-ce que je veux arriver et que je rajoute au bruit du moment, ça ne sert à rien peut-être de le faire avec beaucoup de provocation. Mais alors, pour le coup, le truc... du contrôle fiscal, c'est parce que là pour le coup c'est un truc qui vient de l'État. T'as été contrôlé 5 fois? Ouais, en tout, si tu cumules entre moi, ma meuf, mon fils, mes potes, il y en a eu 5 en tout. Et c'était suite à Don't Like? Ouais.
D'accord, ok. Et la contrôleuse me disait que non, mais je lisais dans ses yeux que c'était l'inverse, quoi. Mais tu lui as pas dit, madame, je fais du rap conscient, je suis pas bling bling, vous trouverez rien. Non, j'ai pas dit ça. Trop de choses nous séparent, on n'a pas la même vie. Dès le départ, on n'a pas la même vie. Pourquoi tu me compares, on n'a pas la même vie. Alors ensuite, si on parle 2 secondes des featuring, bon, il y a Kerry James, Youssoupha qui sont un peu les plus évidents parce que c'est la ligue. D'ailleurs, alors il me semble que Kerry James a mouchardé sur le tournage du clip où il y avait Fif et qu'il a dit qu'en fait un album existait. Le chef est là, le chef est là. Apparemment, c'est dans le chef de la ligue. Si, le chef de la ligue. Ah, super, frère. C'est comment je parlais d'un bombal, c'est pourquoi le bombal? Moi j'ai déjà ce morceau-là, il est issu de l'album de la Ligue. Ouais, de la Alors, ligue. à l'origine c'était dans l'album de la Ligue, on l'a mis dans l'album de Medine. Donc, il y a un album de la ligue déjà. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je t'ai vois. Mais... Des morceaux existent. D'accord, ok. En fait, on a travaillé sur quelques morceaux, mais le groupe existe plus dans les albums respectifs des uns et des autres. En fait, on ne se met pas de pression parce que les agendas sont différents. Youss passe une partie de son temps en Afrique. On habite à des endroits différents, donc c'est un peu compliqué pour l'instant. Alors il y a un truc, c'est qu'à un moment tu cites Noam Chomsky, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un grand intellectuel américain et tout, qui pour le coup est réellement d'extrême gauche, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un que tu as pas mal lu et qui t'a influencé ou J'ai beaucoup regardé des conférences et puis j'ai été sensibilisé à Noam Chomsky à travers la cause palestinienne, où est-ce qu'il prend beaucoup parti et tout, et donc en termes d'anticolonialisme, ça voulait dire quelque chose pour moi. Son positionnement à lui et de ce qu'il représentait, tant qu'intellectuel non arabe, non musulman, là ça a une résonance voilà, dans le monde militant. Et je ne me considère pas comme un militant, mais j'aime bien avoir des points de vue tu vois, différents sur ces sujets-là. Et pour le coup, c'est à travers cette voie-là que je suis arrivé à Noam Chomsky. Et alors si on prend, même si comme on a expliqué tout à l'heure, c'est peut-être pas l'album qui est le plus axé là-dessus. Ton cheval de bataille principal, c'est, on va dire, l'anti-stigmatisation. Ouais, et j'aime bien résumer comme ça. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais en gros, ces derniers temps, donc il y a eu encore plus d'attentats, donc encore plus de stigmatisation des musulmans en France. Comment tu vois le truc évoluer? Est-ce que tu es optimiste ou est-ce que tu penses que c'est mort? En fait, j'ai arrêté d'y réfléchir personnellement. Ça me pesait vraiment. Je me prenais beaucoup au sérieux à un moment donné dans ma carrière. D'ailleurs, il y a un gars qui m'a dit il n'y a pas longtemps, j'avais vraiment l'impression que quand tu rappais, que le rap n'était qu'un prétexte et que tu avais une mission, que tu avais un message, que tu avais une volonté politico-sociologique et que le rap n'était qu'un prétexte. Et on oubliait que tu kiffais juste le peura. J'avais l'impression de mettre l'accent sur mes préoccupations, uniquement sur une seule de mes préoccupations, alors que j'en ai 99 autres. L'anti-stigmatisation, elle est aussi dans ce qui est la place, je sais pas, la place de la femme dans cette époque. J'ai vraiment ce souci-là parce que, comme on disait, je suis père de famille aujourd'hui, donc d'une petite fille. Voilà, c'est vraiment l'anti-stigmatisation. Je suis content là que tu l'aies résumé comme ça. Et j'ai arrêté d'y penser en fait exclusivement lié à l'origine ethnique, à l'islamité, voilà. J'ai arrêté de focaliser sur ça parce que j'ai pas envie en fait de rajouter à ce bruit-là. J'ai réglé mon problème moi. Je sais où est-ce que je m'enracine, je sais d'où je viens, je sais où je vais, je sais que la passion du rap a réussi à m'émanciper et à m'élever. Et je me fais mes références, je me fais mon enracinement, tu vois. J'arrive à vibrer à travers des textes de littérature française classique et aussi dans les textes de rappeurs actuels. Et je me suis fait ma propre identité, je me la suis faite. Donc du coup, j'ai arrêté de réfléchir à tout ça. Et alors du coup, est-ce que... Parce qu'en gros, sur certains morceaux, tu te permets on va dire d'être carrément léger. Donc je pense à Bromance, alors qu'il mélange plusieurs thèmes. Mais il y a la fameuse phrase où tu dis que tu as pleuré quand Frodon quitte Sam Gamgee. Ouais. C'est mon côté robe fragile. Ouais, tu le dis en plus, c'est la rime d'avant. Ouais. Bah, mais c'est réel, t'as vraiment... Non, j'ai pas pleuré. Ah, d'accord, ok. C'est une image. Non, par contre, je peux te dire où est-ce que j'ai chialé. Hein. À la fin de Toy Story 3. Ouais, je te jure, j'ai versé ma larme. Tu sais, quand il donne les jouets à la petite et il se sépare de ses jouets. J'ai pensé à 2-3 Goldorak que j'avais. J'avais un Splinter d'ailleurs.
Ah, ok. Ouais, j'avais un Splinter et je l'aimais beaucoup ce Splinter. Allez, indigé, allez, frère, viens faire un bond dans ma nature, moi, viens, savoir où frapper. Fianso, j'imagine que tu l'as appelé, c'était naturel. Et alors, il y a aussi Soul King qui peut peut-être être plus surprenant. Ouais. Donc, qui est dans son délire de machine à refrain pour tube, quoi, clairement. Ouais. C'est imparable. Toi, t'as flashé sur ça comme tout le monde ou c'était pour d'autres raisons que tu l'as appelé? J'avais découvert avec Africa Jungle, son groupe de base. J'avais déjà trouvé ça ouf en fait. Je l'ai pris dans la gueule quand j'ai fait un voyage avec Fianso dans le cadre d'un tournage. Tout ça, c'est la faute à Medine. Eh, tous les fans là, Instagram, tout, tuez-le. On a tourné pour le film de Kéron qui s'appelle Mauvaises Herbes. On a passé une semaine ensemble au Maroc et Fianso me faisait écouter des morceaux, dont l'instru de Madame Courage et un yaourt de Soul King. Et j'ai trouvé la vibe ouf. Tu sais, j'ai grandi aussi un peu dans une famille qui écoutait un peu de rail et tout, et de chansons rebeux. Et t'as réussi à ne jamais faire de R&B, on t'en félicite. Merci. Ouais, t'es pas à l'abri que j'en fasse un morceau. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une tentative qui n'est pas sortie. Sérieux? Ouais. Le morceau s'appelle Bilal. Ok. Ça va sortir un jour. Hein. Ah ouais, parce que t'oses pas encore le sortir, mais t'en es satisfait ou t'en es pas totalement satisfait? Et il n'est pas fini, il n'est pas abouti. Voilà. Alors il y a un truc que t'as pas lâché depuis, pour le coup, pas mal d'années, c'est l'amour des jeux de mots. Alors là, je pense à des trucs... alors je sais pas comment appeler cette figure de style, mais tu sais, c'est le truc genre... doute de ton pouvoir, tu donnes du pouvoir à tes doutes. Enfin, ça, c'est pas une phase de toi, c'est de Carlito, mais tu vois, les inversions comme ça, ouais, tu fais beaucoup. J'ai fait une conférence chez Normal Sup un jour avec l'équipe de La Plume et le Bitume. Et il m'avait donné la figure de style, ça s'appelle le chiasme. Ou le chiasme. Le chiasme, ouais. Le chiasme, voilà. Je trouve que ça va bien à la Peutra. Tu sais, il faut être synthétique, il faut être précis. Chaque line doit être... et ça donne la thèse et l'antithèse, j'ai l'impression, en une phrase. J'avais commencé Don't Like en 2015 par « Dieu est mort selon Nietzsche, Nietzsche est mort, signé Dieu ». Je trouvais que c'était... On pouvait même arrêter le morceau là, on savait dans quel état d'esprit j'étais. Et alors le problème, c'est qu'il y a aussi des jeux de mots un peu pétés. Notamment, il y en a un qui est quand même illégal, c'est... pourquoi appelle-t-on ça la fausse? Moi, j'y vois que des vrais. Ouais, il tue ce jeu de mots. Oh, écoute, on m'en a parlé juste avant encore. Et tu verras qu'en concert, si tu viens le 20 octobre au Bataclan, je t'invite, toi et ta bande de copains, et des copines, si t'en as. Et voilà, ça peut être très efficace en concert. Ok. Voilà. Que des chaînes humaines, pas de file d'attente. Si j'oublie, c'est le public qui reprend. J'ai des flashs de quand je n'étais qu'un enfant. Tout ce que je voulais faire, c'était le Bataclan. Pour le coup, c'est vrai que toi, t'es un rappeur de scène, ce qui a tendance à malheureusement un peu se raréfier pour la nouvelle génération. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu fais concert traditionnel, pas showcase de 20 minutes, etc. C'est un truc, c'est quoi ton rapport à la scène, toi? C'est un truc que tu peux pas t'en passer? Et est-ce que tu préfères la scène au studio ou c'est comment? Non, j'ai pas de préférence. Par contre, à un moment, je m'étais arrêté de tourner. J'avais arrêté les concerts, genre officiellement. J'avais dit à la team, je fais plus de concerts parce que je m'y retrouve pas, etc. C'était au début de mes premiers albums, 11 septembre, Djihad, tout ça, et tout. Je faisais vraiment pas de concerts. Et c'est venu après, au moment de table d'écoute, où est-ce que je me suis remis à monter sur scène. Et ça a été comme un manque. Je me dis, mais pourquoi j'ai arrêté la scène, en fait? J'ai fait n'importe quoi. Et je me suis mis, en fait, à vraiment kiffer le truc. Voilà, et à pouvoir m'en passer comme une drogue. Vraiment, c'est un vrai shoot de monter sur scène, de prendre les vapeurs du public, d'apporter quelque chose, une autre interprétation, une autre lecture des morceaux aussi, parce que parfois on s'arrête. Et puis de la dérision, il y a un côté parfois stand-up. J'aime beaucoup ce côté-là. Il y a un truc aussi, c'est le featuring avec ton fils. Le monde est grand mais papa, je suis pas petit. Le monde est grand mais papa, je suis pas petit. C'est à la fois, on veut dire, c'est dansant, c'est super joyeux. Et donc je me demandais, est-ce que ça a été conditionné par le fait que tu voulais ton fils sur ce morceau et donc tu t'es dit, bah je vais pas ramener de la trappe ou un truc très froid? Ou est-ce que, déjà, comment tu l'as taffé en fait, tout simplement? Pour l'anecdote, en fait, le refrain était différent. C'était un morceau solo à la base.
j'avais pris une référence d'Afrique occidentale. J'avais entendu un proverbe que j'avais grave kiffé, que tu dois connaître. C'est un mec, une fois, il m'avait dit ça dans un barbecue, je sais plus, on avait un espèce de Weber. Tu vois ce que c'est les Weber, les barbecues hyper sophistiqués. D'accord, ok. Truc voilà, avec des plateformes. Et lui, c'est un Galsen. Et il me dit ah, frère, Dieu est grand, mais Toubab n'est pas petit. Il me dit ça. Et j'ai grave kiffé cette référence. Et je me suis dit, j'en ferais bien un morceau, tu vois. Et donc, la gimmick du refrain, c'était ça au début. Dieu est grand, mais Toubab n'est pas petit. Dieu est grand, mais Toubab n'est pas petit. C'était un morceau peutra, un peu revendicatif dans les propos sur le rapport Afrique, Occident, etc. C'était un peu dans ce game-là. Et comme il ne faut pas trop toucher à des sujets sensibles liés au blasphème, etc., tu vois, j'avais peur que la phrase soit incomprise parce que c'est beaucoup une référence Afrique occidentale. Dans ce contexte-là, ça peut être mal compris. Le mot toubab, il y avait trop de trucs. J'ai dit, oh vas-y, ok, je zappe le truc. Et mon fils est beaucoup dans l'afro-trap. Il m'a sensibilisé un peu à ce courant-là. Et donc, du coup, je me suis dit, si j'invite le fiston, j'aimerais bien que ce soit une sonorité un peu qui lui ressemble. J'ai mis le fiston dessus, on a partagé un peu le texte. Tiens, prends ce bout-là, kick ça. Ça a donné ce truc-là et j'en suis content parce que c'est un peu lumineux dans l'album. Et alors, le truc marrant aussi, c'est que tu partages aussi des moments marrants avec tes enfants sur Snap, pour ceux qui suivent. Insta. Ah, c'est sur Insta, ouais, sur Insta. D'accord. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est de la triche? Parce que du coup... Non, vraiment, je triche pas sur le coup, j'écris rien, je suis pas dans une démarche de série ou de vouloir installer quelque chose. Vraiment, on joue, on s'amuse et je les prends sur le moment, sur le vif. Ça donne des trucs parfois très loufoques, parfois un peu chiants, mais je m'en fous, on rigole bien. Mais après une écoute prolongée, le sujet semble montrer des signes de fatigue et d'agacement. On va changer radicalement de musique pour voir. J'ai un problème avec un morceau, c'est Tellement je t'aime, Ouais. parce que ça ressemble grave à du Damso. Ah, Je sais pas si tu t'en es rendu compte ou si c'est fait exprès ou truc. Ouais, je m'en suis rendu compte, clairement, parce que c'est l'une des influences. Ok. J'aime beaucoup, moi, ce que fait Damso. Et je me suis dit, ce serait bien d'avoir une sonorité proche de ce que se fait Damso. Enfin, je l'assume, hein, tu sais, je ne suis pas dans un truc de « non, on a été à la même source Ouais. ou alors c'est une circonstance. Non. J'ai toujours, en fait, je me suis toujours réapproprié des courants, des concepts. Et j'ai toujours été influencé par mes contemporains. J'ai besoin, en fait, de correspondre aussi à l'époque. Donc, s'il y a des morceaux qui ressemblent à des rappeurs d'époque, c'est normal, je l'assume totalement. Mais du coup, alors c'est marrant que tu en sois conscient à ce point-là, parce que c'est vrai que quand on regarde ta carrière et ton évolution, c'est vrai qu'en fait, tu as un côté très tout-terrain, qui correspond en gros à l'époque où l'album est conçu, on va dire, qui peut du coup évoluer presque du tout au tout d'un album à un autre. Mais par contre, je me demandais, est-ce que des fois, tu as l'impression que ça a pu te desservir? C'est-à-dire en gros le côté non identifiable de Medine. Est-ce que ça peut être handicapant à un moment, du style des gens n'arrivent pas du coup ou peuvent être perdus d'un album à un autre, tu vois, ce genre de choses? Bah, ça va pouvoir, je pense que ça va le devenir handicapant. Mais j'essaie pas en fait de me caricaturer. Parce qu'à un moment donné, avoir une identité, bah il y a aussi le risque de se caricaturer. Et j'ai été un peu dans cette démarche-là, tu sais, j'étais un peu le rappeur énervé, avec un timbre de voix criard. Ouais, d'ailleurs, il y a des chroniqueurs qui se foutaient de ta gueule là-dessus. Ouais, t'en faisais partie, non? Ah ouais, moi je pensais uniquement à moi en fait. Ok. Et c'était criard, tu vois, c'était identifiable par le côté caricatural. Et j'avais pas envie d'être identifié par cet aspect-là. Il y a un morceau qui s'appelle Madara, et pareil, tu suis pas trop Naruto, genre comme les Marvel, ou au contraire, t'es tombé dedans, tu te l'es pris? Non, je suis pareil que les Marvel, et c'est plus Soul King, là, pour le coup, qui a dirigé le truc. D'accord. C'est son instru, c'est sa top line, c'est son univers. Je voulais vraiment faire un morceau dans lequel il était à l'aise. Je voulais pas le ramener dans un truc, le ramener chez moi, quoi. Je voulais vraiment, pour le coup, aller chez lui et j'en suis content.
Et alors, j'ai relevé 2 phrases. Il y en a une, c'est « Demande-moi l'heure, je t'expliquerai comment les mondes fonctionnent ». Et au trial poursuivre, je réponds aux questions par des questions. C'est pas un peu chiant? Non, c'est bien. Non, parce que je me dis, si moi je demande l'heure à quelqu'un et qu'il commence à m'expliquer comment on fabrique des bons, je dis, Ouais. il me prend vraiment pour une merde. Et toi, tu le vois comme quelque chose de chiant. Moi, je le vois comme quelqu'un qui va au-delà de la simple information là, que tu lui demandes. Tu viens lui demander seulement l'heure, tu repars avec un bagage un peu plus consistant que seulement l'heure. Ouais, c'est vrai que ça peut être chiant. Ça. Mais du coup, ouais, c'est ta façon de dire, genre, je veux pas que tu me files du poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher, c'est un peu ça. Voilà. Et enfin, donc on arrive... Enfin, déjà, c'est quand qu'elle commence l'interview? L'interview où je fais vraiment face à Splinter. Ah bah... Là, j'ai l'impression qu'ils t'ont castré, Bouscapé. Ils ont fait un bail de « Hey, Bellec, chez nous, pas de salle, tu vois ». Alors ouais, moi à la base, ils m'ont dit ne lui parle pas de Skyrock. Mais non, fallait. Ah bah, on va y aller. Alors Est-ce qu'on pourra faire juste après l'interview Splinter, mais la vraie? Ouais, bah on termine la Bouscapé et après on fait la vraie Splinter. Vas-y. Nouveau chapitre de la saga Enfant du Destin avec donc Ataï, donc sur l'histoire des Kanaks. Est-ce que là, pour le coup, c'est pas un truc que tu devrais arrêter? Parce qu'en fait, à chaque fois, t'as l'impression que c'est du documentaire. Et que pour le coup... Toi, ça te gave? Ah ouais, un peu, ouais. Surtout qu'en plus, t'as le côté prévisible. C'est-à-dire qu'à chaque fois que t'as un truc très dur historiquement ou un fait divers très grave qui se produit, tu te dis « Ah, le pire, c'est que ça a probablement inspiré un son à Medine. » Moi, c'est un peu la pierre angulaire de ma carrière. Splinter. Ouais, c'est pas mal. C'est les ponctuations Splinter seulement. Il n'y a pas encore l'ADN Splinter dedans. Enfin bref, pour moi, c'est la pierre angulaire de ma carrière, ce truc-là. J'espère en tout cas qu'on retiendra au moins le storytelling, d'avoir essayé de continuer à animer un courant qui est de moins en moins présent là dans le Peura. Tu vois, le storytelling sous cette forme-là existe de moins en moins. Et puis surtout, il y a des enjeux à chaque fois. Tu sais, j'ai écrit le morceau Enfant du Destin, Nour, l'année dernière, sur les Rohingyas. Petite Nour est un genre d'héroïne rare qui mène sa barque d'orpheline chez les Rohingyas. Il y a eu son effet médiatique autour du morceau et il y a eu comme un passage de relais entre les courants. Les journalistes se sont saisis du truc et se sont dit peut-être qu'il y a une forme de lanceur d'alerte là-dedans et on va peut-être un peu plus se pencher sur le sujet. Il y a quelque chose de... Peut-être que toi, tu ne t'intéresses pas à l'humanitaire ou aux choses... Ah non, c'est juste que peut-être que tu es juste un enfoiré, tu vois. C'est ça. Non, c'est plus que... En gros, c'est pas un rappeur qui va commencer à me donner des cours d'histoire, tu vois. Pourquoi pas? Parce que pour moi, c'est plus le support, en fait. C'est pas l'endroit pour le faire. Ouais, je vais plus me documenter en bouquinant ou en regardant des docus, pour le coup. Bah, tu sais, il y a plein de gens qui commencent avec un morceau de rap et puis qui vont approfondir après derrière. Peut-être que toi, ça t'aide pas, mais peut-être que toi, tu as fait des longues études et tu as tes références à toi déjà, mais il y en a qui partagent grâce au rap ces références et qui vont approfondir après eux derrière. Et alors, il y a un truc, et d'ailleurs, c'est le moment où je me suis dit, ouais, il est pas si méchant que ça, c'est qu'en fait, je pense que toi et moi, on a un peu les mêmes adversaires idéologiques, où je me suis dit, il y a quand même des gens, c'est-à-dire, ce rappeur a beau être très chiant et avoir très peu d'autodérision, les gens qui l'attaquent vraiment durement sont vraiment des merdes. C'est-à-dire que tu as, du coup, là je fais référence à... Pour moi, ça date même d'avant Don't Like, c'est-à-dire que tu avais eu des papiers, je sais plus, dans des vrais journaux pour le coup, qui disaient, bon bah voilà, c'est un islamiste, point, quoi, tu vois. Mais tu disais, bah ouais, donc c'est vraiment à ce point-là, quoi. Il n'y a même pas de subtilité ou de prétexte ou quoi. Je crois que c'était suite à ta programmation, peut-être, à la fête de l'humain. Je crois que c'était ça. Et il y avait eu un long papier en disant que c'était un scandale, etc. Et toi, je veux savoir, de l'intérieur, tu le vivais comment, ce genre de truc? Parce que c'est des gens avec qui tu peux pas dialoguer. T'as pas de droit de réponse, enfin tu l'as à ton petit niveau, mais t'as pas le... Enfin tu vois, t'as pas une interview dans le même style de magazine. Bah, ça me touchait pendant un moment, tu vois. Ça me touchait quand même, tu vois. Je me dis, je suis en train de salir le blaze de ma mif peut-être, tu vois. Ils vont réussir à avoir un impact, ils vont réussir les enfoirés, tu vois. Là, ça me touchait, ça me pesait, tu vois. Mais après, j'ai réussi à distancer avec tout ça et je me dis... En fait, j'étais assez content même d'avoir des ennemis. Ouais. C'était de l'adversité positive. Ça me permet de faire des morceaux derrière. J'aime assez ce truc-là, hein. D'adversité, tu vois, de se nourrir de ça un peu. Tu penses que tu te ferais chier si tu avais moins d'ennemis, voire pas d'ennemis?
Non, aujourd'hui, je suis un peu plus en paix, tu vois. J'ai moins besoin d'adversité pour être productif et créatif. Eh ben écoute, c'est tout bon pour moi. T'as un dernier mot peut-être? On se fait une bouffe. Ah bah vas-y, mais parce que j'avais vu une interview où tu disais, enfin en gros moi je veux bien, mais si c'est ta femme qui cuisine, parce que je crois qu'elle fait des plats de ouf. Enfin, t'avais dit, je sais plus de quel pays et tout. Vas-y, vendu. Vas-y. Vendu. Trop de choses nous séparent, on n'a pas la même vie. Dès le départ, on n'a pas la même vie. Pourquoi tu me compares, on n'a pas la même vie. Ne me juge pas, on n'a pas la même vie. J'ai besoin d'apprendre, besoin de pardonner. J'ai beaucoup de choses à vendre, peu de choses à donner.